Bonjour à tous, bienvenue dans le MAC qui fait du bien ce matin. Vous allez peut-être vous reconnaître si vous êtes de ceux qui sont toujours prêts à secourir un ami ou alors à dire oui à tout, même lorsque vous n'en avez pas envie, au point de vous oublier vous-même. Alors vous êtes peut-être atteint du syndrome du sauveur, mais rassurez-vous. Ce matin, nous allons vous délester de ce poids qui ne vous appartient pas ou plus. Vous allez reprendre votre plein pouvoir. Nous sommes avec une auteure renommée, psychanalyste, Hélène Vecchiali. Bienvenue, merci d'être avec nous. Merci de l'invitation. Et pour notre boost du week-end, nous avons le plaisir cette semaine de retrouver celui qui nous sauve de toutes les situations, même la tête en bas. C'est notre expert yoga, c'est Vinote. Salut Vinote. Et bien sûr notre scientifique qui a la tête sur les épaules, c'est François. Alors on va encore sauver les meubles ou pas cette semaine tous les deux? On va tout sauver, on va essayer. Karine, oui. Vous m'avez demandé quelque chose la semaine dernière, vous vous souvenez? Alors, qu'est-ce que je vous ai demandé? Une photo de mon chien. Exactement. Mais je voulais amener. C'est pas vrai. Pas le chien, la photo. Mais génial. Mais moi, on va la voir là maintenant? Oui, tout de Eh suite. ben, allons. Oh Il là s'appelle là. Kéops, il est pas Mimi. Très mignon. Et Mais il alors, vous embrasse. c'est Naya qui va être jalouse, c'est ma chatte. Mais il aime bien les chats. Non, mais il faudrait que moi, maintenant, je mette une photo à l'antenne de Naya. C'est vrai, on La va semaine devoir prochaine, je suis obligée de mettre... Vous avez un animal de Non. compagnie ou pas, Vinote? Non, non, du tout. C'est tout. Non, bah oui, donc j'attendais la suite. Alors aujourd'hui, du coup, rien à voir avec les animaux, pas encore en tout cas. On va parler selon l'Ayurveda, cette médecine indienne ancestrale, des manières de boire l'eau, d'accord, qui peuvent complètement changer votre vie, vous mettre en meilleure santé tout de suite après. Parce qu'il y a même une façon de boire de loin, ça va loin. oui, ça va J'aime très bien cet art de vivre. Il faudra faire d'ailleurs un jour une chronique sur les animaux, parce que dans l'Ayurveda, il paraît que c'est bon pour la santé de vivre avec un animal de compagnie. Ça vous dit ou pas de... Ah, mais avec grand plaisir, on les respecte dans notre culture, il y a énormément de respect, de légendes, d'histoires. Pas la chronique maintenant, hein. Non, non, bien sûr, mais je vous prépare ça, je vous prépare. La tragédie des sauveurs ou le besoin ardent d'être aimé, tout est dit, hein, dans le titre, Voilà. Hélène Vecchiali. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose un petit jeu. Allons. Vous nous faites le portrait robot en 20 secondes du sauveur. Qui est-il? Peut-être que vous allez vous reconnaître ou pas, ou un ami. Et si j'y arrive pas, quelqu'un vient me sauver? Non, on Allez, qui c'est? vous extrait par hélicoptère, vous partez, vous coupez. Ah, Vous génial. quittez le plateau et on fait un autre thème. Allez, c'est parti. C'est parti. Compte à rebours, portrait robot. J'y vais? Oui? Alors, un sauveur, c'est quelqu'un qui a une passion excessive et une compassion excessive envers toutes les personnes qui ont des souffrances, avec le besoin irrépressible de les aider dans toutes les situations possibles et de préférence quand ils n'ont pas trop envie de le faire, de leur imposer. Eh ben 20 secondes, bravo, bravo, parce que franchement ça peut mettre un peu la pression et ça donne envie de savoir comment faire pour s'en sortir aussi. Ah oui. Lorsqu'on est sauveur. Et d'ailleurs vous reviendrez sur votre histoire dans quelques instants. François, avant de faire un petit quiz ensemble, j'ai une petite question à vous poser. Imaginez, on est sur un bateau tous les deux, hein. On est sur l'eau, dans un bateau, je tombe à l'eau, qu'est-ce que vous faites? J'appelle le capitaine, Ah, on vous regarde, on rit, et ensuite on jette une bouée. Moi je me mouille pas, hein, par contre, parce que vous savez que j'aime pas me mettre la tête dans l'eau, ça me vraiment, je vais pas vous raconter vous ma vie. décoiffe. J'aime pas trop, ouais. donc on jettera la bouée. Et s'il n'y a pas de bouée, on plongera. je vous adore. On va faire un petit quiz. Alors, parce que en fait, c'est truffé de petits quiz aussi pour bien se reconnaître et savoir finalement comment avancer, se débarrasser de cette peut-être de cette armure hein, de sauveur qu'on endosse comme ça pendant des années sans même s'en rendre compte parfois. Et donc les quiz c'est hyper intéressant. Alors nous on l'a un peu transformé, vous imaginez bien, avec la team du MAC qui fait du bien, mais en revanche il a été validé par vos bons soins. Alors on va faire un petit jeu sur le plateau. Bien sûr vous ne pouvez pas répondre, mais vous qui êtes à l'antenne. Ah, j'adore. Non, pas à l'antenne, qui nous regardez, excusez-moi. Et peut-être demain à l'antenne, c'est un jeu. Exactement. Alors, petit quiz. Vous vous mettez en situation, Vinote et François, dans un restaurant, votre voisin fait tomber un verre d'eau. Ok. Petit A, vous n'avez Dieu que pour Vinote, qui est assez plus loin dans le restaurant. Oh. Du coup, j'étais pas loin, ok. Petit B, comme la team du MAG, vous faites votre plus beau sourire. Ou petit C, comme François, vous vous précipitez pour nettoyer à sa place. en expliquant par A plus B pourquoi la chute était inévitable selon la loi de gravité. Ah oui, de Newton, absolument.
Alors, François, vous choisissez quoi? Est-ce que vous choisissez? C'est compliqué. Le B, je vais faire le sourire, moi. Sourire, donc en fait, vous vous amusez qu'il est sauveur. Et vous, Vinette? On peut pas retirer une partie. Je peux pas choisir C, mais sans l'explication. Ah, vous vous précipitez pour Je nettoyer précipite pour nettoyer. à sa place. Mais oui, pas Ouais. besoin d'explication quand on fait voilà, ce genre d'erreur. Bah, moi, j'aurais eu Dieu que pour Vinette, Oh. à la table d'à côté. Alors, dites-nous, qui est bon, qui est le vrai sauveur, le petit sauveur, parce qu'il y a un petit peu sauveur, et celui qui n'est pas du tout sauveur, A, B ou C? Ben, A n'est pas du tout sauveur. B est Pas trop sauveur non pas plus. trop sauveur non plus. Moqueur. Et Vin est un très très bon sauveur. Oh, on a un bon profil à analyser là sur le plateau pendant l'émission. Bon Alors, sauveur. ayez bien les oreilles ouvertes, hein, Ok. parce que cette émission est pour vous, Vinette. On va revenir à chaque fois sur vous. Dans tous les exemples. Bon, nous, on n'est pas sauveurs, Non. mais est-ce qu'on est gentil même si on n'est pas sauveur? Oui, 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 Hein? très gentil. Bon, ça va alors. Donc le test, on l'a fait. C'est beau, excusez-moi, parce que je suis... Ah bah oui, parce que c'est ça dont je voulais vous parler, parce que vous avez été une sauveur compulsive. Et ça, c'est pour reprendre vos mots. Hein. Oui. Comment devient-on sauveur compulsif? Eh bien, je pense que justement, mon livre s'appelle La tragédie des sauveurs et je dénombre à peu près 11 tragédies pour les sauveurs. La première des tragédies, c'est qu'un sauveur sait sauver. C'est une tragédie parce que il a commencé très tôt. Et souvent, c'est un enfant qui était parentifié, c'est-à-dire un enfant qui a été obligé d'aider un père dépressif, une mère alcoolique, une grand-mère malade, un frère handicapé. Et donc, ce sont des enfants qui très tôt ont appris à aider, à soutenir, à sauver. Et par conséquent, ils ont cru que c'était leur mission sur Terre et qu'ils ne pouvaient espérer être aimés que en étant des sauveurs. Donc c'est déjà une des premières explications. C'est hein. pas finalement dans le berceau, au sein de la famille. Voilà, c'est vraiment au sein de la famille. Ils sont des enfants, enfants doudou, enfants symptômes, enfants paratonnerres. Enfin, il y a je C'est décline ça, toute ceux une qui prennent sorte finalement d'enfants. la place des parents. Hein. Voilà. Voilà, ça c'est Et- aussi un syndrome. Oui. Ah, vous n'avez pas le mot syndrome du sauveur. Ben, j'en parle à un moment parce que c'est facile pour tout le monde, mais le mot syndrome signifie qu'il y a une succession de symptômes et que c'est pathologique. Or, quelqu'un qui est sauveur, même sauveur compulsif comme dans mon livre, c'est pas du tout quelqu'un qui est malade, c'est une très belle personne qui malheureusement est convaincue que de cette façon-là, elle va être aimée, et ça c'est la deuxième des tragédies, elle récolte jamais d'amour. Elle récolte de l'admiration, de la gratitude, de la reconnaissance, mais jamais d'amour. Alors, et pourtant, vous dites paradoxalement que ce n'est pas forcément les sauveurs les plus empathiques. Désolée, Vinata. Mais Ils pourquoi ils sont empathiques, mais inconsciemment, ils ne sont pas dans l'abnégation. C'est-à-dire qu'inconsciemment, ils font ça pour être aimés. C'est-à-dire qu'il y a un objectif. C'est pas je sauve et puis je m'en vais. C'est je sauve de façon continue et j'espère obtenir quelque chose au bout. Mais c'est souvent inconscient. C'est la plupart du temps inconscient. C'est pour ça que ce sont des belles personnes qui aident vraiment. C'est-à-dire qu'ils sauvent, hein, comme je le disais, la première des tragédies, et ces sauveurs savent sauver. Alors, si vous avez écrit ce livre, c'est pour comprendre bien sûr le profil du sauveur, mais aussi pour que les sauveurs s'en sortent. Hein. Et quelles pourraient être d'abord les conséquences à long terme lorsqu'on est dans cette posture de sauveur? Est-ce qu'il y a ça engendre physiquement, physiologiquement, émotionnellement Obligé de vivre avec des chauves-souris. Ah sauveurs oui. Batman? Bien sûr, Batman. Ah là là, ben oui, le syndrome du super-héros en fait finalement. Sauve-souris. Oh. Bravo. Alors les blagues, c'est pour moi Oh. normalement, Hélène, mais je vous... Ah là là, Je suis mais bravo. désolée, je suis désolée, Vous êtes j'adore jaloux, plaisanter, François. Hein. donc La sauve-souris, c'était pas mal. On dirait que j'ai un petit cheveu sur la langue. Eh oui, sauve-souris. Oui, oui. Ben, une autre des tragédies, c'est que ce duo sauveur-sauvé se termine souvent en duel. Parce que tout d'un coup, comme ils savent sauver, donc le sauvé va vouloir s'émanciper, il va aller mieux. Alors il y aura du travail à faire personnel, hein, mais il va sortir d'une grosse crise, hein, soit d'une grosse dépression, soit un burn-out, soit un divorce, soit une volonté de se suicider. Enfin, c'est vraiment des gros sauvetages. Donc il va mieux.
Et à ce moment-là, il veut s'émanciper, mais comme pour le sauveur, sauver l'autre, c'est une identité, donc il ne veut pas trop que le sauvé s'échappe. Et à partir de là, va y avoir ce duel, c'est-à-dire le sauvé qui veut partir, le sauveur qui veut le retenir, et ça se termine de façon tragique. Alors moi, j'ai pensé justement à cette posture de sauveur, et je me dis que finalement, c'est bien aussi de s'en sortir, bon, bien sûr pour soi, mais aussi pour les autres, parce que j'y ai réfléchi, je me disais, mais en fait, finalement, on ne donne pas l'opportunité à l'autre aussi de se développer. C'est comme si, c'est un peu intrusif, c'est presque je rentre dans ton territoire, dans ton espace. Et donc, c'est toujours faire les choses sans laisser l'autre finalement aussi s'épanouir à côté. On en fait presque un bonsaï, non? Oui. Un parent sauveur, qu'est-ce que ça pourrait être? Eh bien, c'est vrai que... Alors, pour les parents, c'est différent. Hein. Moi, je ne qualifierais pas les parents de sauveurs parce que c'est leur métier, c'est leur fonction. Ils sont là, justement, pour aider leur enfant dans toutes les circonstances. Mais dans la vie courante, entre un sauveur et un sauvé, c'est vrai que le sauvé, il est materné. Hein, il est materné, il est nourri de façon continue. C'est une super bonne maman qui va être là, attentif à tout et va de façon excessive apporter tous les soins qui vont être indispensables. Et s'inquiéter aussi, j'imagine. Et s'inquiéter et anticiper et voilà. Et puis jusqu'à un moment, franchir une espèce de ligne rouge qui va être le trop. Et là, va commencer les problématiques. Et d'ailleurs, le sauveur ne sait pas qu'il est sauveur, en fait, finalement. Comment véritablement le détecter en soi? C'est quand on en a trop sur les épaules, qu'on n'en peut plus? Oui. On dit oui à tout, tout le temps? Et puis qu'on voit que se répète le scénario de je repère une victime potentielle, je la harponne en voulant à tout prix l'aider, et puis ensuite je vais être dans une lune de miel en étant sans arrêt présent, en apportant tout ce qui est possible, imaginable, et puis tout d'un coup, en m'apercevant que l'autre résiste, puis que ça y est, il veut s'en aller, que moi je veux pas, et que ça se termine mal. Donc c'est certainement les répétitions de ces fins difficiles qui vont faire qu'à un moment, le sauveur va se dire bon, comment je peux faire pour arrêter ça, quoi. Vous avez un sauveur autour de vous? C'est incroyable que vous me posiez la question. J'étais en train de me dire... Mais nous, vous savez que tous les deux, nous, on est télépathes. On est connectés sans fil, vous voyez, sans fil. J'étais en train de me dire, waouh, mais j'avais une amie sauveuse. Moi, j'ai vécu la catastrophe AZF. Et au moment d'AZF, ça explose. Elle était ma voisine et elle, je voyais déjà que c'était une sauveuse. Elle est venue me tirer dans presque des gravats et elle me dit, on va faire le tour de la ville, on va réveiller les gens pour aller les sauver, porter des pansements, etc. Et déjà, elle était dans cet esprit-là et elle voulait sauver les gens de tout le temps. Elle a mal tourné. Voilà. Mais donc j'avais effectivement une amie comme ça. Et vous, Vinod, alors vous vous reconnaissez ou non, ce petit test? Moi, ça me rappelle certaines relations il y a quelques années. Ah, en amour. Souvent, ça arrive, hein, en amour. Eh oui. Et c'est vrai que ça se termine toujours, pas forcément par le fait que la personne fuit, mais il y a toujours une sorte de dominance d'un des deux qui ne plaît pas à l'autre. Oui, et, puis ça me rappelle, plein de on ne peut pas revenir en arrière. Hein. Je donne beaucoup d'exemples et beaucoup d'anecdotes parce que ça permet aux gens de mieux comprendre. Mais ça, non. Mais je dis que, par exemple, on n'a jamais vu un ambulancier qui a un patient à l'arrière de l'ambulance et puis qui, tout d'un coup, en a marre d'être ambulancier, s'arrête et dit au patient « Allez, viens devant, conduis et moi je me mets derrière ». C'est fini, les dés sont jetés, les règles du jeu sont là, les rôles sont distribués. Donc le sauveur, ça aussi c'est une autre des tragédies, c'est qu'il n'y a personne qui va le sauver. Il y a une seule personne au monde qui peut sauver le sauveur, c'est... Lui-même. Lui-même. Ah, bien sûr. Bravo. Et c'est difficile parce que j'imagine, on va en parler, hein, on va tout de suite s'arrêter 2 minutes parce qu'il y a François qui veut absolument faire une chronique dans l'émission. Il veut son salaire. Sauvez-moi de ça, s'il vous plaît. Non mais, parce que c'est hyper intéressant, mais j'ai perdu le film. On y reviendra tout à l'heure. De je ne sais plus quoi. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. C'est que souvent, les gens ne comprennent plus rien. Si du jour au lendemain, on n'est plus sauveur, mais attends, mais je lui demandais tout le temps des services, mais maintenant il me répond plus, il veut plus, il me dit non. On y reviendra dans quelques instants. On y reviendra. Je dis, il y a François qui trépigne d'impatience parce qu'on va faire tout de suite une petite pause à sa chronique. Sa chronique qui est tant attendue comme le Messie chaque semaine, c'est François et la science du fantastique.
Cette semaine encore, j'ai décidé de vous emmener en immersion dans un lieu qui va évoluer autour de nous, mais que vous avez au moins vu peut-être une fois en photo dans votre vie, c'est Stonehenge, dans le sud de l'Angleterre. Figurez-vous que ce lieu, je vous en parle parce que les scientifiques ont peut-être découvert quelque chose d'incroyable. Alors, ça a été construit il y a à peu près 4500 ans. On ne sait pas réellement pourquoi. Ce sont des rochers qui font jusqu'à 7 mètres de haut, qui pèsent 45 tonnes. Il y en avait 80, il en reste une cinquantaine. Mais ça représente quoi? Ça sert à quoi, Stonehenge? Pourquoi nos ancêtres l'ont construit? Alors, on imagine que c'était cultuel ou peut-être lié à des rites. L'allée centrale de Stonehenge, qui permet aux gens d'arriver, elle est orientée très précisément dans le sens du lever du soleil au solstice d'été, au coucher du soleil, au solstice d'hiver. Donc, il y a un lien avec le soleil. Mais si je vous en parle, c'est parce que tous les 18,6 ans, très exactement, se produit un phénomène exceptionnel que les astrono-archéologues appellent l'arrêt lunaire majeur. Alors, pour faire très simple, c'est la Lune qui arrive en face de l'équateur, qui est le plus loin possible et qui s'arrête. Ça, c'est tous les 18,6 ans. Elle s'arrête et elle repart. Et ce prochain phénomène aura lieu en janvier 2025. Or, les scientifiques sont persuadés que les rochers sont alignés avec la Lune au moment où elle est le plus loin dans le ciel lors de cet arrêt majeur. Donc en janvier, ils vont vérifier cette hypothèse. Et si c'est vrai, ça veut dire que ceux qui ont construit Stonehenge, tous les à peu près 19 ans, ont placé une pierre en se basant sur la position extrême de la Lune. Ce qui voudrait dire quoi? Que ce Stonehenge, c'est une sorte de calendrier lunaire, calendrier astronomique, construit il y a 4500 ans. Qu'est-ce qui s'est passé aussi il y a 4500 ans? Eh bien, les Égyptiens construisaient les pyramides du plateau de Gizeh qui, elles aussi, sont alignées selon les 4 points cardinaux. Donc on a à 2 endroits de la planète, le sud de l'Angleterre et l'Égypte, au même moment des gens qui bâtissaient des sortes de calendriers qui étaient axés sur le ciel, sans jamais se concerter, sans se parler. Et c'est ça que je trouve absolument magique dans cette histoire. Comment des esprits, il y a 4500 ans, se sont basés au même moment sur le ciel, les étoiles, le soleil, pour bâtir des monuments de pierre. Vous avez 4 heures. Moi, je n'ai pas pu y répondre. J'adore vos immersions. Vous avez déjà vu, vous êtes déjà allé sur place ou pas? Eh bien, pas encore. Et je suis passé à côté et je vais y aller. Et d'ailleurs, comment faire pour y aller? C'est très simple, vous prenez le train sous la Manche, vous allez à Londres, c'est pas très loin de Londres. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est quand même accessible pour tous ceux qui nous regardent, qui aimeraient... Toute l'année, vous pouvez aller à Stonehenge. Et justement, je vous ai présenté ça parce que ça, vous le voyez. C'est pas protégé, par exemple? Vous passez une petite barrière, vous prenez un ticket, c'est pas très très cher. Et vous voyez, vous accédez à ce site de Stonehenge qui, par ailleurs, vous le voyez, est un très beau site. On peut rester la journée pour voir du lever du soleil au coucher ce qui s'y passe. Et on peut les toucher, hein. Somptueux. On peut les toucher, on peut voir comment les ombres interagissent avec le soleil. C'est à visiter. Moi, j'y vais là très bien. Et est-ce qu'on parle d'une sensation peut-être énergétique, vibratoire là-bas lorsqu'on y est? Ah, mais moi, j'imagine que c'est un truc de dingue à vivre. Hein. Convaincu, les gens y vont aussi pour ça. Quand vous allez au milieu du cercle, vous ressentez le poids de ces pierres, vous sentez l'énergie de ces pierres qui sont autour de vous, parce qu'elles représentent quelque chose, puisqu'elles sont connectées aux astres. Qu'est-ce qu'il y aurait encore comme justement, endroit phare où on peut s'y rendre facilement? Alors facilement. Il y a les pyramides aussi, j'imagine que c'est aussi les pyramides, très vous avez le Yucatan avec les pyramides aussi mayas, qui sont incroyables. C'est là que vous ressentez la force de la pierre. Eh oui. On ne se rend pas compte tant qu'on n'est pas à côté. Mais ça, c'est pas très très loin. Hein. Vous avez aussi des menhirs que vous pouvez aller voir en Bretagne. Enfin, il y a des... Vous en portez souvent le week-end? Oui, pour m'exercer. Voilà. Et Vinod, il arrive avec son sanglier. Et votre potion magique me manque. J'ai adoré. J'aime beaucoup, beaucoup cette nouvelle. Je vous le dis. J'ai bien aimé. Je le veux chaque semaine, cette immersion. D'accord. C'est super. Vous connaissiez ou pas, Vinod? Oui, je connais. Il me semble qu'à côté de la forêt de Brocéliande, il y a quelques menhirs que, à l'époque, j'avais trouvé très énergétiques déjà quand je m'étais approché. Donc il y a de quoi faire pas loin. Hein. En Ayurveda, les pierres, c'est aussi... C'est pas forcément en Ayurveda, mais oui, les pierres ont été utilisées dans beaucoup de guérisons et sont encore maintenant de plus en plus utilisées, et ça devient populaire, souvent pour les chakras. Votre pierre préférée? J'en ai pas. L'émeraude. Ah bah oui, ça ne m'étonne pas de vous. On en a une très belle sur le plateau. Vous restez avec nous d'ailleurs, Hélène Vecchiali. Merci. Puisque là, on va faire une petite pause. On se retrouve pour la seconde partie de l'émission. Nous allons continuer de sauver nos voisins, notre pays, le monde. Mais trop point d'infos. Hein. Point trop d'infos. À tout de suite.
Bonjour à tous, merci à tous ceux qui nous ont rejoints ce matin, sujet passionnant. Est-ce que vous avez parfois ce sentiment de porter tout le monde à bout de bras, d'être celui qu'on appelle tout le temps, celui qui fait sourire tout le monde, au détriment de sa propre santé? Il se pourrait bien que vous soyez atteint du syndrome du sauveur. Comment se reconnaître alors? Comment s'en sortir? Notre invitée Hélène Vecchiali va nous donner toutes les clés pratiques ce matin. Mais avant cela, Vinote nous sauve de la noyade, pas comme François. Vous allez voir, c'est le boost du week-end. Alors Vinote, Eh ben, je vais littéralement changer et sauver vos vies, ce qui est une bonne chose, en buvant l'eau différemment. Dans l'Ayurveda, on nous parle de différentes manières de boire l'eau. Avant de commencer, on va afficher des personnages à la télé, on va faire un petit quiz comme d'habitude. Avant de commencer, à quelle température buvez-vous l'eau en général? Rapidement, plutôt chaude, froide, ambiante? Eau froide, froide. ambiante. Sauf quand j'ai vraiment soif, j'ai besoin de désaltérer vraiment mon corps. Et à ce moment-là, c'est vraiment du glacé. Ah oui, ok. Oui. Et vous? Jamais, jamais glacé, moi. Ah, eh bien, on va commencer. Température ambiante ou tiède, mais jamais d'eau Vous froide. êtes tombé dans le mille, regardez bien. La première personne, le premier petit bonhomme qui va s'afficher à l'écran souhaite boire de l'eau froide. Conseillé ou déconseillé selon vous, rapidement? Vous m'avez dit- Déconseillé. Ouais, je crois que c'est pas très bon. Oui, je Ah, pense que c'est et vous le faites? déconseillé. Oui. Bah oui, mais à un moment donné, la vie, c'est aussi un peu de folie, quoi. Ok, eh bien je vais vous expliquer pourquoi. Et de C'est déconseillé. transgression. Effectivement, boire de l'eau froide est déconseillé dans l'Ayurveda puisqu'il se crée ce qu'on appelle Manda Jataragni, c'est-à-dire le refroidissement de Jataragni qui est le feu digestif dans le corps. On en a absolument besoin pour une bonne digestion. Donc lorsqu'on boit de l'eau froide, l'estomac va augmenter la température à l'intérieur et consommer du coup énormément d'énergie simplement pour digérer de l'eau. Sachez une chose, l'eau à température ambiante, elle prend à peu près 20 minutes maximum à passer aux intestins. L'eau chaude, 10 minutes. Donc voilà, je vous laisse deviner ce que l'eau froide fait. Ça prend un peu trop de temps, déconseillé. Ok. Le prochain point, le prochain bonhomme essaye de boire de l'eau tout en mangeant. C'est déjà, déconseillé. pour moi, c'est un héros. Ouais, C'est-à-dire qu'il met Un par une un. cuillère dans la bouche et après... c'est vraiment. Non mais ça nous est déjà tous arrivé, c'est un peu bloqué, etc. dans la gorge. On veut boire. Vous Ouais, mais pensez, s'il a un sauveur à côté de lui, c'est bon. vous pensez déconseillé, conseillé? Bah, je dirais Déconseillé. déconseillé, oui. Et surtout pas possible. Effectivement. Non, mais en fait, vous êtes en train de dire ne pas manger en... Au même moment. Au même moment. Boire voilà. en mangeant. Bah, vous allez avoir les détails, je pense qu'il y en a peu dans ce cas. Effectivement, boire en mangeant est déconseillé pour une raison On très aime bien simple. ce bruit. Ouais. Pour une raison très simple, c'est que boire pendant le repas va diluer les sucs digestifs. Dans l'Ayurveda, c'est écrit de manière très claire, son dernier verre d'eau doit être pris 30 minutes avant le repas et 1 heure après le suivant. Dans ce gap-là, c'est le gap parfait, la période parfaite pour maintenir les bons niveaux d'enzymes et d'acidité dans le corps. Donc, surtout pas boire en mangeant. Très bien. Le prochain. De l'eau, hein. De l'eau. Et d'ailleurs, Ah oui, tiens, petit oui. point. De l'eau. Intéressant, donc plus de vin alors à Eh ben, table. dans l'Ayurveda, on nous conseille de boire. Même si l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Non. Dans l'Ayurveda, non. Tout ce qui est eau, on évite parce que ça dilue les sucres. Mais par contre, on peut boire des jus de fruits pressés. Nous, on boit ce qu'on appelle le rasem, qui est un bouilli de légumes, du ghee mélangé avec de l'eau. Là, c'est OK. Mais de l'eau pure, non, parce que ça attaque les sucres. C'est tout ce qu'il faut retenir. Ok. Et si on est modéré, le vin, c'est bon ou pas en Ayurveda? Alors, je ne pense pas. C'est même pas écrit, donc je ne pense pas, puisque c'est d'autres effets. Il y a des bons effets, mais peut-être pas au même Et pourtant, moment. on dit souvent aussi que quand on boit de l'eau, Oui. ça permet aussi de se rassasier plus vite en mangeant. Ça, c'est le cas, mais vous pouvez le faire, comme je l'ai dit, 30 minutes avant. Vous prenez un maximum d'eau, vous attendez 30 minutes, vous mangez, c'est la même chose. Ça fait gonfler le bol alimentaire. Et donc vous avez l'impression de satiété plus tôt. Mais vous pourriez être un yogi, hein? Peut-être que je le suis, Karine. Qui Sans sait? le C'est savoir. vrai, Un c'est yogi vrai. qui s'ignore. Qui sait? Boire tout au long de la journée, on nous dit souvent, buvez 4, 5, 10, 20 litres. Conseillé ou déconseillé? Oui, Bah, moi, on m'a toujours dit que c'était bon pour la santé. moi aussi. Moi aussi. Eh bien, écoutez, boire tout au long de la journée est conseillé, mais seulement quand on a soif. Pourquoi je vous dis ça? Il y a 2 choses à retenir. Lorsqu'on boit et qu'on n'a pas soif, On va aux toilettes. non, on baisse le niveau de sodium dans le sang. Et un sang avec un niveau de sodium bas qui monte au cerveau, qui va dans les reins, dans le foie, c'est le début des symptômes de maladie. Le cerveau peut commencer à gonfler, etc. Donc, on évite de boire lorsque le corps ne le demande pas. Génial. Ok.
Le deuxième point rapidement, c'est qu'on a un système qui nous permet de déglutiner et lorsqu'on force ce système, quand on n'a pas soif, eh bien à long terme c'est une mauvaise chose. Et pourtant, on conseille aux personnes âgées, parce qu'elles perdent l'envie de Voilà. boire. Est-ce que là, pour toutes les personnes qui nous regardent... Eh bien justement, c'est une bonne chose que vous me posiez cette question. Les personnes âgées, c'est un peu différent car ils ont une conclusion médicale qui leur dit qu'ils n'ont pas le sentiment que ce soit de satiété ou de soif. Et dans ce cas-là, écoutez votre médecin. Alors moi, la seule chose, c'est que j'ai jamais soif. Mais est-ce que vous vous sentez mal dans votre journée? Non, je me sens pleine de vie. Eh ben, Il faut qu'elle boive par contre. Hein. Mais Si c'est elle une- boit pas son litre et demi, c'est 2 litres par Mais jour. François, je vais vous dire une chose. Elle Moi, quand revient pas la semaine prochaine. non, moi Non, je me force j'ai à foi. boire. J'ai pas envie de boire. Eh bien voilà. Eh bien, sachez une chose, quand j'étais dans l'ashram là-bas en Inde, on ne buvait pas du tout dans la journée. Pour quelle raison? Nos repas étaient constitués de légumineuses, minimum 40% d'eau dedans, et de fruits. Ça peut monter jusqu'à 90% Ah, mais je suis d'eau. végétarienne. Eh bien voilà. C'est mes aliments. Donc tant qu'on n'a pas soif, c'est que nos corps en a C'est assez. pour ça que j'ai pas besoin de boire autant. Eh oui. Et des fois, on se sent même mieux à ne pas surcharger son corps. Et donc c'est plutôt bon signe alors d'être végétarien. Ah bah, c'est Est-ce que plus les de yogis sont légumes. végétariens? Oui, Oui. oui. Plus de légumes, plus de fruits, c'est toujours bon signe. Super. Encore? Oui, bien sûr, bien sûr. Il nous reste encore 2 points. Pas toute l'émission. Boire debout. Boire debout, à votre avis, conseillé, déconseillé? On vous l'a jamais dit Allez, je vous connais, déconseillé. ça. Elle commence à me connaître. Oui, moi je dirais non, oui. Eh bien, boire debout, effectivement, c'est déconseillé. Il faut boire en poirier. Eh bien, pas du tout. non. Non, il faut essayer de boire assis, déjà, première chose, parce que le rein a une position différente et il va beaucoup plus filtrer, et il ne va pas garder les toxines. Et ensuite, boire debout, à cause de la gravité, l'eau va tomber beaucoup trop vite, va digérer beaucoup trop vite, ne va pas se mélanger au suc gastrique, qui est une mauvaise chose à long terme. Bah là, je dors. Je me réveille en pleine nuit. On J'ai s'assoit. besoin. Et donc je me réveille vraiment. Je suis obligée de m'asseoir pour en Bah, pleine nuit. allongé, c'est encore d'autres soucis, hein, mais assis, D'accord. voilà, vous vous redressez un petit peu, hop, ça rentre. D'accord, Vinote, ok. Je me redresse. si vous voulez. C'est pour aller mieux, c'est pour vous sauver. Bah oui, je sais bien. C'est bon? Et le dernier point. Ah, encore. Le dernier point. C'est le dernier. Vous allez le voir, notre personnage, voilà, veut boire de grandes gorgées comme un glouton. Conseiller, déconseillé? Ah, bah, je pense Non, que là, on des crache, petites gorgées. Eh, on y est. Petites gorgées. Oui. Eh bien oui, des petites gorgées. Pourquoi? Parce que, tout simplement, C'est fini. Je n'avais plus le temps, Vinote, merci. le décalage. Vous avez vu le décalage avec la régie? Et la vitesse du son est plus lente que celle de la lumière. Donc. Exactement. Voilà. Et cette chronique est une lumière, du coup. Merci François. C'est très simple. C'est très simple. Trop d'eau dans la bouche, d'accord, ne se mélange pas à notre salive. En tout cas, pas assez, qui est alcaline. La salive est alcaline. Si l'estomac reçoit une eau pas assez mélangée, il va créer de la suracidité. Moins d'alcalinisation, plus d'acidité, une digestion, pas forcément saine. Donc, on prend son temps. Ok. Voilà. En fait, il fallait juste dire en 1 seconde, pour boire de l'eau, il faut juste ne pas manger, ne pas ceci et Et allez-y. s'asseoir. Et boire assis. Non, on a bu vos Non, paroles quand même. j'adore, Non, je vais vous le on dire, a vu si- vos paroles, si- vous avez entendu ce si- jeu de mots? Oh. Magnifique, hein, ça c'est François. C'est fini, Vinote. Hein. C'est vrai? Ah oui, c'est fini. C'est fini là. Non, mais en revanche, alors conclusion. C'est ok. Bah, la conclusion, justement, j'allais vous dire, dans le yoga, on dit qu'on qu'on mange l'eau. Pourquoi Ah. manger? La quantité adéquate, comme je vous l'ai dit, pas quand on n'a pas soif. La température adéquate, pas d'extrémité. On se rapproche à la température du corps, 37, et on boit en conscience. Ah. Boire en conscience. On peut tous le faire ensemble, c'est ça, Allez, regardez. moi, je prends mon eau. Regardez-nous boire, tiens, ça c'est hyper agréable. Regardez. Mais il sourit, hein, mais c'est une extase en fait. Nous sommes composés à plus de 60% d'eau, donc Et pourquoi vous souriez comme ça? Qu'est-ce que Juste- vous pensez à quoi? des belles... Pas à moi? Sincèrement, à chaque fois avant de boire, j'essaye d'envoyer un petit peu à vous, mais surtout à ma santé. J'essaye d'envoyer de belles pensées Oui, positives ma sœur. en me disant que je recrée mon corps, je recrée les cellules de mon corps à chaque gorgée. Donc pourquoi pas recréer un corps qui nous sauve Magnifique. et qui nous fait du bien. Un peu long, mais magnifique. Non, j'ai adoré. Je vous charrie, hein, vous le savez. Hein. On vous adore, Vinata. C'était super. Merci. On revient à vous, Vinote, puisqu'on parle des sauveurs. Avec vous, Hélène Vekali. Alors, j'aimerais faire une petite parenthèse. Parce que donc, je redonne le titre de votre livre, La tragédie des sauveurs ou le besoin ardent d'être aimé. J'aimerais revenir sur ce triangle fameux, ce triangle de Karpman. Alors, je sais que vous avez consacré vraiment tout votre livre aux sauveurs, mais quand même, il a aussi une position
dans le triangle de Karpman qu'on va voir à l'antenne. Vous connaissez, victime, bourreau, sauveur. Et que finalement, est-ce qu'un sauveur peut devenir à un moment donné victime ou bourreau? C'était ma question que je voulais vous poser. Oui, alors je parle très peu du triangle de Karpman. J'ai une formation en triangle de Karpman, donc, mais parce que le triangle de Karpman, c'est vraiment ponctuel. Il y a 3 personnes et c'est ponctuel. C'est par exemple dans une entreprise, un manager qui va arriver et agresser un collaborateur. Et là, il y a un collègue qui va débarquer, qui va venir le sauver. Le manager serait le persécuteur, celui qui a agressé la victime, etc. Et c'est plutôt ponctuel et effectivement les rôles peuvent s'interchanger. Dans mon livre, moi je parle surtout du duo sauveur-sauvé. Mais à la fin, comme je le disais, ce duo se termine en duel et là effectivement tout d'un coup le sauveur peut se retrouver persécuteur et le sauvé victime, ou à l'inverse, le sauvé qui en a marre d'être sauvé parce qu'il va mieux, va pouvoir rejeter le sauveur et là va être persécuteur de son sauveur qui va devenir victime. Donc c'est effectivement quelque chose qui peut tourner, mais dont je parle très peu. C'est hyper intéressant. Alors justement, je vais revenir encore sur ce titre, parce qu'il est très puissant. Finalement, on voit tout de suite la faille du sauveur. C'est quoi? C'est ce besoin ardent d'être aimé. La tragédie des sauveurs, le besoin ardent d'être aimé. C'est ça, en fait, la faille du sauveur. Et je me disais, mais c'est la proie des pervers narcissiques, non? Oui, effectivement, j'en parle parce que ces sauveurs, donc je disais, d'abord, ce sont des belles personnes. Et ensuite, ils ont un goût du maternage et du sauvetage. J'ai écrit un livre précédemment justement sur les pervers narcissiques, Mettre les pervers, échec et mat. Donc c'est un sujet que je connais bien. Et le sauveur, je le répète, comme c'est une belle personne, c'est la proie idéale du pervers narcissique. Parce qu'il n'y a rien de plus extraordinaire pour un pervers narcissique que d'éteindre un soleil, que d'anéantir une belle personne, surtout si elle est maternante et surtout si ce sauveur va repérer chez le pervers narcissique une faille identitaire grave et va vouloir le sauver. Donc là, on se retrouve dans une situation tragique à nouveau pour le sauveur parce que le pervers narcissique a comme objectif de le tuer psychiquement et malheureusement, il y a beaucoup de suicides. Alors comment se sortir du pervers narcissique lorsqu'on est dans cette posture de sauveur? Eh bien, c'est déjà de repérer qu'on est isolé, c'est de repérer que quoi qu'on fasse, l'autre a toujours 2 ou 3 anticipations par rapport à ce qu'il veut faire. Et puis, c'est surtout de s'apercevoir que physiquement, on commence à aller mal. C'est-à-dire que physiquement, on maigrit, on n'a plus faim, on a des douleurs d'estomac, on dort mal, on commence vraiment à broyer du noir et à pas être heureux du tout dans cette relation. Et là, à ce moment-là, de commencer par voir un médecin qui, j'espère, aura la bonne idée de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Et puis il y a aussi, je pense que la cause profonde, comme vous le disiez, et qui est sur votre livre, c'est ce besoin ardent, vous dites ardent, donc brûlant, d'être aimé. Comment s'aimer? Parce que finalement, c'est ça. C'est apprendre à s'aimer. Pour vous, c'est quoi? Eh bien, je pense dans des actions bien concrètes. Une action bien concrète pour le sauveur, c'est déjà de réaliser qu'il est dans cette situation qui se répète et qui le rend douloureux, mais c'est aussi d'en avoir envie. Je donne par exemple dans mon chapitre, le dernier chapitre, Comment en guérir, de cette position de sauveur, je raconte l'histoire qu'un ami m'a racontée. Donc c'est un ami qui habite à Paris, Hervé, et qui a sa mère Jeanne qui habite dans le sud, et sa mère qui a 87 ans, depuis qu'elle est en couple, depuis l'âge de 21 ans, elle sauve tout le monde. C'est-à-dire qu'elle a sauvé son père, sa mère, qu'elle a fait venir à la maison alors qu'ils avaient un tout petit appartement, l'oncle, la tante, le cousin handicapé. Enfin, c'est une femme qui a passé son temps à sauver les voisins, les voisines. Enfin, voilà. Et puis, elle se retrouve à 87 ans dans une maison à la campagne, toute seule. Et tout d'un coup, il n'y a plus personne à sauver. Donc, le fils l'appelle et lui dit « Maman, je t'offre 15 jours de vacances. Allez hop, je t'embarque et ça y est, là, tu vas pouvoir souffler. » Et sa mère lui dit « Ah, mais c'est pas possible. J'ai 5 chats à nourrir. » Il dit « Mais quel chat ?»« Ah ben, j'ai mis une gamelle devant le portail. Incroyable. Il y a un chat qui est arrivé, donc j'ai ouvert le portail, j'ai reculé la gamelle, il y a 2 chats, 3 chats, maintenant il y a 5 chats et je suis la seule à pouvoir les nourrir. Je ne peux pas partir en vacances. »
Donc on voit bien que cette femme, c'est son identité, jamais elle a envie d'être sauvée, elle, de son rôle de sauveuse. Donc la première condition pour guérir de son rôle de sauveur, c'est de le vouloir. Or, il y a des gens, j'ai un ami qui, par exemple, me disait « Mais moi, je veux pas arrêter, je veux faire ça toute ma vie. » Donc déjà, il faut en avoir envie. Le désir ardent de vouloir déjà se sauver. Se sauver soi-même. Mais en fait, c'est ça, en fait. Pour moi, j'ai compris, alors dites-moi si c'est juste, mais j'ai compris qu'au fur et à mesure... Parce que j'étais quand même dans cette posture de sauveur pendant assez longtemps. Et en fait, je me suis rendu compte que, du coup, les sauveurs ne prennent pas leur place dans la société. On a du mal. Hein, et c'est se choisir et se dire non à quelqu'un, lorsque vraiment c'est juste pour nous de dire non, ben finalement c'est se choisir et donc c'est s'aimer par extension. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, tout à fait, c'est tout à fait juste. Sauf que c'est pas forcément dire non, parce que une fois qu'on a décidé de se sauver, hein, de dire bon stop, là maintenant je veux arrêter de m'oublier pour m'occuper de l'autre, eh bien à ce moment-là, c'est de se dire mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je suis toujours dans ce rôle? Parce que si on ne sait pas pourquoi on fait ça, on ne va pas réussir à trouver l'origine du problème. Et donc de trouver le bon médicament et la bonne solution. Finalement, si on fait ça, c'est parce qu'on n'est pas acteur de notre propre scène, de notre propre vie. Oui, mais pourquoi? La question, c'est d'arriver au pourquoi du pourquoi du pourquoi. Et le pourquoi, c'est, tiens, c'est vrai que depuis que je suis tout petit, eh bien, j'ai été amenée à aider, sauver. Dans mon livre, je donne, comme je le disais, je parlais tout à l'heure du fait que les enfants sont souvent parentifiés, et donc j'ai interviewé des métiers de sauveurs. J'ai interviewé un chirurgien, un pompier, une coach, un avocat, voilà, et un médecin urgentiste. Et tous m'ont dit, ah ben oui, mais quand j'étais petit, j'étais confrontée à ça, ben oui. Et puis j'arrive au chirurgien. Et le chirurgien, je le questionne et il dit non, tout va bien, enfin je ne trouve pas. Pourquoi vous êtes chirurgien? Bah, parce que ça me plaisait. Enfin, on avance comme ça, et c'est un monsieur qui a 67 ans. Je dis ça pour la suite, et au bout d'un moment, je me dis, bah, c'est l'exception qui confirme la règle. Et puis voilà, lui, il n'a pas été confronté petit à quelque chose qui l'a amené à être utile. Et donc, pour terminer l'entretien, je lui dis, bon, et puis quand vous étiez petit, comment ça se passait? Oh, bah, bien, très bien. Et vous avez des frères et sœurs? Il me dit, bah, j'ai eu un frère. Mais un frère aîné qui avait 2 ans de plus que moi, mais il est mort très 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 jeune. J'ai dit, ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il me dit, ben voilà, ma mère était enceinte, donc c'était il y a 70 ans, on était dans un pays étranger, l'accouchement s'est très très mal passé, et à ce moment-là, le bébé a été abîmé, et puis finalement, plus tard, il est mort. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui aurait pu sauver le bébé, puis sauver la douleur de votre mère? Et il me dit, un chirurgien. Et là, il s'arrête, j'en ai encore des frissons, il s'arrête et il me dit, bah alors c'est peut-être pour ça que je suis devenue chirurgien. Je lui dis ça, je ne sais pas, il n'y a que vous qui le savez. Et donc on voit qu'à chaque fois, il y a quelque chose dans l'enfance. C'est pour ça que pour répondre à votre question, eh bien, c'est vouloir être sauvé de son rôle de sauveur et puis comprendre pourquoi on s'est mis dans cette logique systématique de vouloir sauver les gens. Et aussi, ça nous permet de voir si on l'est aussi, de le réaliser, parce qu'il faut aussi savoir si on est sauveur, parce que parfois, pendant des années et des années, et puis je trouve que lorsqu'on peut avoir ce syndrome, entre guillemets, hein, je sais que c'est un terme que vous n'aimez pas trop, mais finalement, en tout cas, d'avoir cette posture, on dépose une charge d'amour et on attend un petit peu en retour beaucoup. Oui, oui. Et donc, la douleur de la trahison derrière peut être encore plus forte. Oui. Pour d'autres personnes. Oui. Et j'en parle parce que c'est du vécu. Merci pour cette tranche de vie, Karine. Mais ça donne un sens aussi à ça. Mais non, mais c'est vrai que c'est important. Mais c'est bien parce qu'on explore finalement, chaque posture nous permet de devenir plus humain et de mieux comprendre aussi les autres. On se déshabille dans cette émission. On se déshabille complètement. Et d'ailleurs, je vais le faire. Hélène Vecchiavelli, il y aurait tellement de choses à dire, mais on ne va pas te spoiler quand même tout le livre. La tragédie des sauveurs ou le besoin ardent d'être aimé. Vous restez avec nous. C'était passionnant, puisque vous allez voir, on va encore en apprendre sur notre personnalité grâce à un super coup de cœur. Je suis allée les voir d'ailleurs au théâtre. J'ai passé un super beau moment. Tout le monde riait à gorge déployée. C'est vraiment le spectacle phénomène en ce moment. Ça fait un carton. Et je suis heureuse de recevoir, eh bien, on pourrait dire le maître de cérémonie. C'est l'acteur de cette pièce. Et c'est Vincent Lemaire.
Vincent Lemaire, je suis ravie de vous recevoir. Alors, vous êtes conférencier, mais surtout humoriste. Hein. Vous êtes sur scène à Paris et bientôt dans toute la France. Vous avez coécrit avec Gary, Ouais. hein, qu'on embrasse, Vercruis. C'est hein. ça. J'ai pas écorché son nom de famille, exactement ça. que j'embrasse et d'ailleurs que j'ai vu le jour où je suis venue vous voir. Donc, la pièce s'appelle Comme en couleur, COM apostrophe en couleur. Et c'est plus qu'un spectacle, hein, pour moi. C'est un spectacle initiatique où vraiment on apprend finalement la bienveillance et comment vivre. C'est le tous ensemble. Hein, vous êtes d'accord? Avant d'en parler, parce que vous allez voir, hein, ça, il faut y aller en couple, en famille, avec vos enfants. Vraiment, c'est tellement bon enfant. Regardez, je vous ai mis un petit extrait. Salut la team! Ça va? C'est un décodeur qui permet de mieux se comprendre, mieux comprendre les autres et à l'occasion d'adapter sa communication. Au bout de 4 minutes 47 de réponse... Ça n'en peut plus là! On se calme! Bon, merci à vous, un grand merci. C'est une blague de bleu ça. Alors, en plus, ce qui est génial, c'est vrai, c'est hyper interactif. On joue beaucoup ensemble avec vous hein, lorsqu'on est dans le public. Alors, tout ce spectacle tourne autour d'une méthode peu connue et qui est beaucoup utilisée dans les entreprises. La méthode DISC, effectivement, c'est une méthode qui est utilisée dans les entreprises parce que c'est un outil de développement personnel, un outil de communication qui permet de mieux se connaître, mieux connaître les autres et à l'occasion d'adapter sa communication. C'est ça l'intérêt de l'outil. À l'origine, ce sont des scientifiques, des psychologues, des sociologues qui ont observé le comportement humain. Et il y a notamment un Américain, M. Marston, qui lui en plus a classifié ses observations par l'intermédiaire d'un modèle, le modèle DISC, D-I-S-C. Avec 4 profils, 4 grands profils de personnalité, représentés par 4 couleurs. Donc en plus, c'est un côté pédagogique. Et les 4 grandes couleurs ont vraiment des traits, des caractéristiques propres à elles. Et on a tous en nous les 4 couleurs, mais souvent, il y en a quand même une ou deux qui prédominent, qui s'expriment un peu plus. Moi, je dis qui prend les commandes, un peu comme dans le film d'animation Vice Versa, si vous connaissez peut-être. Ah oui, qui est génial. Voilà. C'est un peu le système. Et l'idée, c'est de dire, bah, tiens, moi, quelle est la couleur qui prédomine chez moi, qui s'exprime un peu plus chez les autres? Et puis de temps en temps, quand je communique avec les autres, comment je peux m'adapter un peu? C'est un peu ça l'idée. C'est ça, en fait, finalement, le concept. Hein. C'est pour mieux vivre en entreprise et accepter que la personne qui est en face de nous soit différente. Et ce que j'aime beaucoup, et c'est vrai, en entreprise, on aimerait que tout le monde soit un peu comme nous. Hein. Alors que non, au contraire, il faut essayer qu'on soit tous complémentaires. Et c'est là où ça devient une richesse, une émission de télé. Mais dans toutes les équipes, on parle de l'entreprise, on peut parler du milieu sportif, et je dirais même une famille à un moment donné. Oui, mais voilà. Bien sûr. Et même dans les couples, c'est toujours très intéressant aussi de voir dans les couples à quel point on peut être complémentaires. Et non, François. Bah, si vous mettez 4 couleurs dans un couple, c'est plus un couple, c'est un arc-en-ciel, une licorne. Enfin, 4. C'est un couple très libre. C'est une communauté. Excusez-moi, je suis désolée, je sors toujours mon fils sur cette émission. Il ne sait jamais se tenir. Alors on va regarder donc le modèle disque basé sur ces 4 couleurs que vous interprétez. Vous reprenez donc le rôle d'un personnage. Avec 4 personnages, justement. Avec 4 personnages, exactement. Est-ce que vous voulez bien? On va faire un truc assez sympa. Le rouge, c'est le dominant. C'est ça. Si vous deviez jouer le rôle du dominant, là, en quelques instants. Ouais. Alors, dans mon spectacle, qui s'appelle Roger, Rouge, Roger. Alors, c'est celui qui fonce, qui se challenge, qui veut toujours aller plus vite, toujours plus loin. C'est celui qui aime bien être en numéro 1, qui parle très fort, très vite. Faut qu'on l'entende et surtout, faut que ça enchaîne, pas de temps à perdre. Grosso modo, c'est ça pour le rouge. Génial. Au niveau du jaune, on est plus dans quelqu'un de théâtral. Alors, c'est quelqu'un qui a plein d'idées, qui est créatif, qui est enthousiaste. Et puis, il parle, quand on lui pose une question, il y a plein de virgules, il n'y a jamais de points. Ça part dans tous les sens. Et c'est aussi quelqu'un qui aime convaincre. Il faut absolument que tu essayes ce resto, c'est génial. Ah, j'adore. Au niveau du vert, pour le vert, on est dans quelque chose... Force jaune. Oui, Karine, j'ai une petite idée, on en parlera après. Pour le vert, on est dans quelqu'un d'un peu plus introverti. C'est quelqu'un qui est un peu plus, je dirais, qui est plus à l'écoute déjà, qui aime bien aussi le travail bien fait, bien établi, les méthodes bien établies, pas trop de changements. C'est aussi quelqu'un, on peut compter sur elle. Hein. Si tu as un coup de main à me demander, je viens. On parlait tout à l'heure des sauveurs. Un peu Hélène avec... Si le vert les thérapeutes sont comme... C'était pas un peu... Exactement, c'est vrai que dans les thérapeutes... On est d'accord tous les deux avant. C'est ça. C'est ça. Et enfin, nous avons le bleu. Non, mais attendez, parce que moi j'ai vu le spectacle et le vert, ce qui est génial. Alors moi aussi, ça m'a fait rire, parce que je me suis un peu reconnue forcément. Dites-le pourquoi. C'est les spirituels, souvent. Les verts aussi, ce sont ceux qui sont très à l'écoute de leurs ressentis. On va aller voir là, on parle avec lui. Exactement, et ils aiment tout ça, ils aiment les énergies, de la sauce tout ça. partout où ils voilà, vont. des huiles essentielles. De forêt. Voilà, exactement. C'est ça, il y a les un peu huiles de ça. essentielles. Ah oui.
Et le bleu? Et enfin, nous avons le bleu, donc il est représenté par Bernard. Bernard. C'est pas François, vous êtes sûr? Non, bah alors. Il s'appelle Bernard. Je Moi, pense je suis aussi. jaune, hein. Mais je pense qu'il a un peu de bleu aussi, parce que j'ai vu tout à l'heure, je vous ai un peu surveillé, j'en parlerai après. Le bleu aime que ce soit structuré, il aime les choses précises, les mots précis quand il décrit les choses. vrai. Quand il donne des informations, il donne des informations précises. Il aime les process, petit 1, petit 2, petit 3, petit 4. Il aime les tâches pas à pas. Voilà, le bleu c'est organisé chez lui, c'est bien rangé. Vous imitez, là. Un petit peu. Exactement. C'est génial. Alors, vous avez regardé l'émission? Oui. Parce que vous étiez là. Oui. Alors, d'après vous, on est quoi? On Alors, est quelle couleur? On peut être évidemment, plusieurs couleurs? on a souvent plusieurs couleurs. Comme je dis toujours, il y en a une ou deux qui prédominent. Alors, plus on passe du temps avec une personne, plus on peut avoir, évidemment, deviné un peu sa couleur. Mais effectivement, j'ai vu moi, j'ai toujours des indices, on va dire. Alors, en entendant parler Vinote, déjà, dans son rythme de voix, qui est quand même assez lent, il prend le temps d'écouter il est les vert. choses. Il y a un côté un peu vert, moi, que je sens. Karine, bah, effectivement. Elle est alors, arc-en-ciel, Karine. Karine, elle est jaune fluo, Karine. Parce que Karine, à un moment donné, je veux dire, ça part dans tous les sens, c'est explosif, c'est un feu d'artifice. Il y a du vert aussi, mais je pense que le jaune est quand même au-dessus, hein, chez Eh vous, ben, un Karine. petit peu de bleu. Peut-être, ouais. Alors, il faut aller chercher quelque part. Regardez là, mais là, il y a un petit grain de je l'ai pas beauté. bien. Chez François. Le pantalon. Le pantalon, effectivement. Chez François, j'ai perçu effectivement le côté jaune, ça, mais j'ai perçu aussi le côté bleu. Et c'est possible, hein, des fois on me dit, bon, on peut pas être jaune et bleu. Si, moi je suis jaune et bleu, c'est-à-dire qu'on peut avoir ce côté, oui, il va quand même être très enthousiaste, il vous explique des choses, il parle beaucoup avec les mains aussi, François. C'est vrai. Et en même temps, il aime la précision. Moi, j'ai senti qu'il avait un côté quand même très structuré, très posé, ça. Et chez Hélène, j'ai senti aussi quand même pas mal de vert. Mais Quand pourquoi même, vous parlez Hélène. tout d'un coup, vous parlez pas? Parce que je m'adapte. Ça devient un réflexe. Je m'adapte. Et effectivement, les verts ont Oh, tendance. c'est joli. Vous vous adaptez à la Finalement, personne qui est bah en oui. face de vous. C'est le C'est- caméléon, ça, par contre. Toutes les couleurs. Le caméléon. Ah bah alors non, justement, c'est-à-dire qu'en fait, on a nos personnalités, c'est-à-dire qu'on a nos profils, et l'enjeu, c'est justement d'apprendre à s'adapter, même si c'est pas nos couleurs de base. Et c'est ça aussi l'intérêt du spectacle, c'est de dire, ben, faisons un pas vers les autres, essayons un petit peu de s'adapter. Génial. C'est un peu l'idée. Et donc le vert, enfin, excusez-moi, Hélène, mais vous avez un prénom et un nom. Hélène, j'ai senti effectivement, dans sa façon aussi. On regarde beaucoup le non-verbal. Hein. Moi, je regarde beaucoup la façon dont les gens se comportent. Il y a ce qu'ils disent, hein, le vocabulaire, mais la façon dont ils se comportent dans les mains, dans le visage. Et effectivement, chez Hélène, moi, je sens un peu plus de vert. C'est un petit peu plus doux, c'est plus posé, c'est un peu plus introverti. Voilà. Et Comme en couleur, hein. C'est un spectacle. Donc, jusqu'à fin juin à Paris, Théâtre Oui, de la Gaîté. Théâtre de la Gaîté, tous les mercredis soirs, tout à Et fait. puis ensuite, d'ailleurs, ça vous va bien le Théâtre de la Gaîté. Ah, j'adore. Je me dis, c'est dingue, même le nom vibre. Mais les noms sont symboliques, les noms sont Mais très bien très sûr, j'y symboliques. crois. Et moi, je suis ravi. Moi, je vous effectivement. adore. Bah, Vous moi aussi, savez, je vous Vincent, adore. on a même mangé ensemble avec toute la production. Ils ont essayé de me rincer au champagne pour que je parle d'eux à l'antenne. Donc, il est là aujourd'hui. Bah, c'est fait, ils ont gagné. Ouais, ça y est. C'est plaisant, c'est pas vrai, ce que j'ai adoré. Vraiment, c'était avec le cœur. Et on vous retrouve après en tournée dans toute la France. Oui, et on se fera même un Zénith à Lille. C'est une super méga Vraiment, soirée. allez-y, Attends, parce que c'est bon enfant, en famille, avec les enfants, en amoureux. Ça peut créer aussi des disputes ou alors des réconciliations. Oui, alors je fais monter des gens sur scène, donc des fois, effectivement, je fais monter une personne du oui, couple. ça, c'est génial. Et ils en profitent pour se transmettre des messages, donc je sers Vous aussi les invitez tous là? Bah oui, ouais, moi ça me ferait plaisir, effectivement, que vous veniez voir... Ah ben voilà, génial. Comme ça, vous aurez un repas après à la fin. C'est drôle. Ah oui, très bien. Allez, on tient une petite phrase qui fait du bien. C'est un téléspectateur qui nous envoie des petites phrases chaque semaine. Vous avez le mail, voilà, qui est juste là. Regardez la magie de la télé, c'est génial. Envoyez-nous les phrases d'auteurs connus avec votre prénom et votre région et elle sera sûrement lue à l'antenne. Qu'est-ce qu'on aime vous lire en plus? Allez-y. C'est moi qui Vincent. commence. Il n'y a pas d'homme d'un côté, la nature de l'autre, point. L'homme est nature. Oh, et l'homme est couleur aussi. Ouais, bah oui, je pense aussi. De Pierre Rabhi, envoyé par Céleste, avec un prénom comme ça, d'Annecy. Magnifique. Une difficulté n'en est plus une à partir du moment où vous en souriez ou vous l'affrontez. Robert Baden-Powell, Magnifique. envoyé par Gabriel de Metz. Ça me rappelle le sujet de la semaine dernière qu'on peut voir en replay sur ma canal. À vous, Viotte. Envoyé par Yann de Limoges, rien n'est jamais fini. Il suffit d'un peu de bonheur pour que tout recommence. Magnifique. Émile Zola. Une phrase de Paulo Coelho envoyée par Manon de Bretagne. Le bonheur n'est pas d'avoir ce que l'on désire, mais d'apprécier ce que l'on a. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Et vous, Karine? Et vous? Oh oui. Ça me rappelle l'émission de la semaine prochaine, justement, qui n'est pas encore sur le replay. Wow, Inception, ça me rappelle une sorte de cette prochaine énorme. Allez, à vous. C'est génial.
Oh là là, mais il est brillant ou pas? Arrêtez. Vous êtes bleu brillant. On adore. Pensez à toute la beauté qui reste autour de vous et soyez heureux. C'est Ah bon? bah, c'est une belle conclusion. Bah, c'est une- Oui, ce sera... Voilà. La Et conclusion. vous allez voir, la phrase de la semaine prochaine, elle est encore mieux. Quel teaser. Je tiens plus. Je tiens plus. Écoutez, donc, la tragédie des sauveurs ou le besoin ardent d'être aimé, Hélène Vecchiali, merci beaucoup. C'est un livre qui peut vous sauver. Et oui, je m'adresse à vous, monsieur et madame le sauveur. Et comme en couleur, un spectacle hilarant. Exactement. Hilarant, exactement. effectivement. Merci beaucoup, Vincent, d'être venu. Merci Karine de l'invitation. Binote, François, oh là là, que du bonheur, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Merci à tous. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Même jour, bien sûr, même heure, quoique. À peu près, ça peut changer. Ça peut changer de 10, 15 minutes. Et c'est comme ça, c'est la vie. Hein. L'univers est en mouvement constant. Hein. Et n'oubliez pas surtout, bah, de vous faire du bien. Beaucoup, beaucoup de bien, vraiment. Hein. Merci à tous. Si. Merci. Merci. Ah, bien. c'était trop chouette, vraiment. Qu'est-ce que j'aime ce métier. C'est trop cool. Mais oui, parce qu'on rencontre des gens merveilleux comme vous. C'est vrai, hein. Bravo, bravo. Ils nous font rire. Non, non, surtout pas. Oh, le malheureux.